Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de Pierre Terrail, seigneur de Bayard, surnommé le chevalier sans peur et sans reproche. Il se rend célèbre par sa bravoure et son courage durant les guerres d'Italie. Il se distingue si brillamment à Marignan en 1515 que François Ier veut être armé chevalier de ses mains après la bataille selon la légende. En 1522, malgré des prodiges de valeur, il ne peut empêcher la défaite de la Bicoque. Ayant reçu mission d'assurer la retraite de l'armée française après la défaite de Romagnano, il réussit à lui faire passer la Sesia, mais il est mortellement blessé d'un coup d'arquebuse le 30 avril 1524, tiré dans le dos par un adversaire. Partons ensemble découvrir le légendaire chevalier. Pierre Terrail, seigneur de Bayard, est né au château de Bayard, près de Grenoble, vers 1475. Il est issu d'une famille de chevaliers dont les ancêtres se sont notamment illustrés à Poitiers en 1356 ou à Zincourt en 1415. D'abord page à Chambéry, auprès du duc de Savoie, il entame une carrière militaire au service du roi Charles VIII et l'accompagne en Italie. Lors de la bataille de Fornoux en 1495, il se distingue à la tête d'une petite troupe de chevaliers en sauvant in extremis le roi de France. Cet acte de bravoure lui vaut d'être armé chevalier. Dès lors, sa carrière militaire n'est plus qu'une suite d'exploits légendaires. Sous Louis XII, il prend part à la conquête du Milanais, s'illustre une fois de plus au pont de Garigliano en 1503. Sa défense héroïque, seule contre 200 Espagnols, pour assurer la retraite française, lui vaut une renommée universelle. Ce haut fait d'armes, aussi célèbre que ses victoires à Gênes en 1507, à Gnadel en 1509 ou à Brescia en 1512, lui vaut d'être surnommé le chevalier sans peur et sans reproche. En 1513, il est en Artois, envahi par les Anglais, et il est fait prisonnier à Guinégate. Le roi d'Angleterre, Henri VIII, qui lui propose d'entrer à son service, doit essuyer un refus du chevalier Bayard. Par respect pour sa renommée et son courage, il est remis en liberté. Peu de temps après, il est nommé lieutenant général du Dauphiné. Nous connaissons assez bien la vie du chevalier Bayard grâce à deux de ses contemporains, Symphorien Champier qui écrit en 1525 la geste ensemble de la vie du preux chevalier Bayard, et surtout Jacques de Maille, compagnon d'armes et peut-être confident de Bayard, qui s'intitule lui-même le loyal serviteur, relatant en 1527 la très joyeuse, plaisante et récréative histoire du bon chevalier sans peur et sans reproche, gentil seigneur de Bayard. Cet ouvrage eut un grand succès, tant il est écrit avec finesse et bonhomie. L'intérêt repose sur tout ce qu'il y a de bon, de noble, d'élevé dans les sentiments humains. Vers 1473, un château de la Bussière, perché sur une des buttes qui jalonnent les rives de l'Isère, naît Pierre, le quatrième fils d'Aymon Terrail, seigneur de Bayard. Les Terrail ont payé cher l'honneur de servir les rois de France depuis le XIVe siècle, car bon nombre de chevaliers de leur famille y ont laissé leur vie. Le jeune Pierre Terrail se passionne vite pour les jeux virils, la chasse, l'équitation. Quand son père lui demande l'état qu'il veut tenir plus tard, il choisit sans hésiter le métier des armes. Grâce à l'appui de son oncle, Laurent Allemand, évêque de Grenoble, Bayard fut présenté à 13 ans au château du duc Charles Ier de Savoie, qu'il séduit par sa bonne mine et son adresse à manier un cheval. Symphorien Champier, médecin et humaniste lyonnais, né à Saint-Symphorien-sur-Coise, près de Lyon, homme public, proche de la cour, 2 fois élu au consulat de Lyon. Jacques de Maille appartient à une noble famille du Dauphiné, dont la maison forte, encore visible à Maille, a été bâtie au XIe ou XIIe siècle. Cultivé, il comprend l'italien, l'allemand et l'espagnol. Il a étudié le latin, le français et le droit civil. En attendant de pouvoir un jour acquérir une charge notariale, il participe aux guerres d'Italie. Il fut archer, puis secrétaire de Pierre Terrail de Bayard. Il vécut donc longtemps dans l'intimité du chevalier sans peur et sans reproche. Le 25 janvier 1515, François Ier accède au trône à la mort de son cousin Louis XII, dont il a épousé la fille aînée, Claude de France. Dès son avènement, il a une obsession, l'Italie. Alors sous le joug du Saint-Empire romain germanique, dans la lignée de ses prédécesseurs, Louis XII et surtout Charles VIII, qui a débuté les guerres d'Italie en 1494, François Ier a des vues sur ce pays riche et dynamique, d'où est venue la Renaissance.
Par son arrière-grand-mère Valentine Visconti, il revendique à son tour ses droits héréditaires sur le duché de Milan. Avide de combat et de gloire, François Ier, qui est alors un jeune homme de 21 ans, veut étendre le territoire du royaume de France au-delà des Alpes. Il assure ses arrières en signant des traités de paix avec ses voisins, le roi d'Angleterre Henri VIII, le futur Charles Quint, ainsi que la République de Venise. Face à lui, le duc de Milan, Maximilien Sforza, n'a pas l'intention de se laisser faire et de céder son duché à François Ier. Le 14 septembre 1515, après une bataille acharnée de 2 jours, pendant laquelle le chevalier Bayard a montré sa vaillance habituelle lors de la bataille aux côtés d'autres grands chevaliers à l'image de Louis de la Trémoille, Charles de Bourbon, Jacques de la Palisse, la bataille de Marignan est une célèbre victoire remportée par François Ier sur une armée de mercenaires suisses dans le nord de l'Italie, les 13 et 14 septembre 1515. Ce succès militaire va procurer au jeune roi de France, adoubé chevalier sur le champ de bataille par le seigneur de Bayard, selon la légende, une grande popularité et une flatteuse réputation de bravoure. 1515 est une des dates les plus retenues par les Français quand on leur parle d'histoire, ajoutant parfois Marignan. Pourtant, cette bataille mérite d'être plus connue et remise dans son contexte, lui aussi trop méconnu, les guerres d'Italie. Une épopée qui a ouvert la France aux merveilles de l'Italie et de la Renaissance. Pendant toutes ces campagnes, le chevalier Bayard se couvre de gloire, furieux aux ennemis, mais doux, paisible et courtois aux amis, selon le loyal serviteur. Ménageant la vie de ses hommes, il expose facilement la sienne, acceptant ou provoquant les défis des chefs ennemis. Les guerres d'Italie terminées après les différentes paix de 1516, le chevalier Bayard participe aux premières batailles qui opposent François Ier à son plus redoutable adversaire, le futur Charles Quint. Mais avant cela, il prend part à de nombreux faits d'armes accomplis, renforçant sa légende. Le chevalier Bayard ne recule jamais devant un combat et de servir son roi, même parfois mal remis d'une blessure ou alors affaibli par la fièvre. Il accomplit son devoir. Lors de la guerre menée en Italie contre Ferdinand d'Aragon, le chevalier Bayard, commandant une place forte, capture pendant une escarmouche le chef des ennemis, Alonso de Sotomayor, l'ayant traité généreusement, si bien que l'Espagnol, prisonnier de Bayard, n'a jamais essayé de s'enfuir. Le chevalier le libère sur parole contre le paiement d'une rançon de 1000 ducats. Sotomayor s'étant plaint d'avoir subi de mauvais traitements, Bayard le somme de se rétracter et devant son refus le défie en combat singulier. Bien que le duel ait lieu à pied, sur la demande de l'Espagnol qui craignait de rencontrer un si habile cavalier, il se termine par la victoire du chevalier Bayard et la mort de son adversaire. Après son combat victorieux contre Sotomayor, le chevalier Bayard s'empare lors d'une embuscade tendue en compagnie de son camarade Tardieu, d'un trésorier émis porteur de 15 000 ducats. Selon l'usage, l'argent est donc en totalité pour le chevalier Bayard. Mais il se montre tout d'abord ironique quand son camarade, qui voudrait se retirer au pays, lui en demande la moitié. Vous avez été de l'entreprise, non de la prise. Puis se mettant à rire, le chevalier Bayard donne la moitié à Tardieu et distribue tout le reste à ses soldats, sans rien garder pour lui-même. Le trésorier est libéré sans aucune rançon, du fait de son statut de non-soldat. En 1521, la guerre recommence entre la France de François Ier et l'Empire de Charles Quint. Le roi de France confie au chevalier Bayard la défense de la place forte de Mézières, située sur la Meuse, à la frontière du Saint-Empire romain germanique, que menace l'armée impériale. Le 31 août, les ennemis mettent le siège devant la ville, dont Bayard a fait restaurer les défenses, et leurs chefs, Nassau et Steckingen, envoient un héros à la garnison pour l'inviter à se rendre. Le chevalier Bayard répond « Vous en retournerez et leur direz que mon maître avait beaucoup et plus de suffisants personnages en son royaume que moi pour garder cette ville. Mais puisqu'il m'a fait cet honneur, j'espère la lui conserver si longuement qu'il ennuiera plus votre maître d'être au siège que moi d'être assiégé. » Après une résistance acharnée, le chevalier Bayard réussit par un habile stratagème à semer la discorde entre les chefs ennemis, qui sans avoir osé donner l'assaut pour la crainte du bon chevalier. En avril 1524, après la trahison du connétable de Bourbon passé aux côtés de Charles Quint, l'armée française fut contrainte d'abandonner le Milanais après la défaite de la Bicoque,
où l'amiral de Bonnivet, favori de François Ier, démontre son incompétence militaire en 1522, et le départ de Lautrec annonce l'effondrement des positions françaises dans le nord de l'Italie. Prospero Colonna et le marquis de Pescara, libérés de la menace française, marchent sur Gênes, dont ils s'emparent après un bref siège. En mai 1522, lorsque l'Escoing apprend la chute de Gênes, il négocie avec Francesco Sforza pour que le reste des forces françaises puissent repasser sans encombre les Alpes, en échange de la reddition. Les Vénitiens, gouvernés par un nouveau doge, Andrea Gritti, ne souhaitent pas poursuivre la guerre, et en juillet 1523, ils concluent avec Charles Quint un traité de paix signé à Worms. Le chevalier Bayard commandait l'arrière-garde française, le visage droit aux ennemis et l'épée au poing. Il leur donnait plus de crainte que 100 soldats. Mais il fut tiré par un coup d'arquebuse dont la pierre vient le frapper au travers des reins et lui rompt la colonne vertébrale. Quand il sent le coup, se prit à crier « Jésus !» et puis dit « Hélas, mon Dieu, je suis mort !» Il prend son épée par la poignée et baisse la croisée en signe de croix et devient incontinent. Mais il eut encore le courage de prendre l'arçon de la selle et demeura jusqu'à ce qu'un gentilhomme l'aida à descendre et le mit sous un arbre. Il demeure encore en vie 2 ou 3 heures, et par les ennemis survient entre-temps commandé par Charles de Bourbon, ancien ami et camarade de Bayard. Alors que sur l'ordre de Bayard, les Français avaient tous poursuivi leur retraite. Comme on l'a vu, Pierre Terrail de Bayard est le symbole du chevalier. De ses vertus, surnommé sans peur et sans reproche, il est respecté et admiré aussi bien par les Français que par ses adversaires. Sa mort tragique sous un arbre renforce sa légende, permettant à l'armée française d'éviter la capture. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Pierre précieuse. Et parmi les prisonniers...